Voilà la prochaine intervention, mesdames et messieurs, bienvenue pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. On salue aussi le live pour les internautes, ceux qui nous suivront ensuite pour cette nouvelle présentation sur le FIC-Talk. Je vous présente monsieur William Ritchie de la société Custocy qui va donc vous présenter le malware comme maladie. Est-ce grave, docteur? On va voir ça. Les enseignements de, l'IA, dont on parle beaucoup et qui est en pleine action en ce moment. Donc dans la cyber aussi, forcément. Et du coup, on va voir pour notamment la partie santé avec Custocy. William, bienvenue. Ok, merci. Donc, je vais laisser les gens s'installer. Ok, donc... imaginez un acteur malveillant et l'acteur a essayé des millions de combinaisons et au bout d'un moment, il arrive à pénétrer dans le système. Puis après, il se déplace dans le réseau jusqu'à ce qu'il cherche une forteresse pour s'abriter, essayer des millions de combinaisons encore pour essayer de trouver des endroits vulnérables et se déplacer encore dans le réseau. Là, je suis sûr que quand je vous ai parlé de ça, dans votre tête, vous voyez tous une attaque d'un réseau d'entreprise. Et en fait, non, moi, je ne vous parle pas d'une attaque sur un réseau d'entreprise. Je vous parle d'un cancer du sein qui se déplace et qui métastase vers le foie. Le réseau dont je vous parle, c'est le réseau sanguin. Les millions de combinaisons essayées, c'est des mutations dans l'ADN. Alors pourquoi moi, je suis venu au FIC vous parler de ça? C'est parce que déjà, moi, je viens du domaine de la santé. Je spécialise dans l'IA dans la santé et j'ai fait une reconversion dans la cyber. Et deuxièmement, parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut apprendre de la santé et les transposer quasiment directement à la cyber. Et le but aujourd'hui, c'est de vous montrer ça. Donc, il y a énormément de points de comparaison qui sont similaires entre la santé et l'IA. Donc, premièrement, la sensibilité des données. Donc, par exemple, en santé, moi, si j'ai votre génome, je peux savoir énormément de choses sur vous. Je peux retrouver votre nom, je peux retrouver des membres de votre famille, je peux savoir votre propension à l'alcoolisme et plus ou moins si vous allez avoir des maladies graves. C'est la même chose avec le réseau. Si j'ai certaines adresses IP, si j'ai le comportement de votre réseau, et si je sais comment vous agissez, je peux reconnaître des points sensibles. Deuxième point de comparaison, de similitude entre la santé et la cyber, c'est une question de sensibilité de détection. Donc imaginez ici, on a des événements, donc par exemple soit des patients, soit des événements dans le réseau ou des événements de log. Et en fait, quand on construit une IA, on est obligé de mettre la barre ici. Imaginez le rouge, c'est des événements malveillants, et en bleu, c'est des événements normaux. Et bien, si je veux faire de la détection, je suis obligé de mettre la barre ici, parce que je dois absolument détecter tous les mauvais événements. Je ne peux pas me permettre de laisser passer une attaque ou un patient qui a un problème. Le résultat direct de ça, c'est que je m'attrape tous les faux positifs qui sont là. En santé comme en cyber, le problème, c'est les faux positifs. C'est le fait de dire quelque chose qui a une attaque alors qu'il n'y en a pas. Parce que c'est ça qui submerge les SOC, et en santé, c'est ça qui submerge les médecins. Donc, là où la santé, c'est écrit en petit, là où la santé ne se compare pas à la cyber, c'est qu'en cyber, on a beaucoup moins de jeux de données sur lesquels on peut entraîner nos IA. Donc, par exemple, nous, on travaille sur le réseau, et les invasions dans le réseau, le jeu de données de référence, c'est 50 gigas de données avec des erreurs d'annotation dans tous les sens. Si je compare ça à la santé, le jeu de données de référence qu'on utilise dans la santé, c'est 3 millions de patients et c'est des pétabits de données qui sont annotées à la main. Et ce que je veux vous dire là, c'est qu'en fait, on doit pouvoir utiliser la santé qui a déjà testé énormément d'IA dans des conditions très similaires à la cyber et essayer de les transposer à ce qu'on fait dans la cyber. Donc ça, c'est un premier exemple que je vais vous donner. Ça, c'est ce que j'ai vu. Quand je suis arrivé du domaine de la santé, je suis arrivé chez Custocy, c'est la première chose que j'ai vue là, c'est ce graphe. Et en fait, ce graphe-là, ce qu'il montre, c'est la taille des paquets qui transitent entre deux assets dans un réseau. Ici, vous avez la taille des paquets, et ici, vous avez le temps d'arriver dans le réseau. OK, mais ça m'a rappelé quelque chose que j'avais déjà vu en santé. C'était un truc sur lequel on avait travaillé. On cherchait à détecter des crises d'épilepsie sur les montres connectées. Et on avait des graphes très similaires, en fait. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ce qu'on appelle un réseau de neurones à mémoire. Et c'est un réseau de neurones spécial qui est capable de se souvenir de tout ce qu'il a vu avant. Et puis à un instant T, de dire « Attends, ça c'est différent de ce que je viens de voir avant ». Eh bien, on fait la même chose. J'ai pris le même réseau de neurones, j'ai quasiment copié le même code. Et j'ai fait ça sur du réseau.
Et ça nous a permis d'identifier du commande et contrôle dans les échanges de paquets dans un réseau. Et ça, c'était la même structure de réseau de neurones qu'on a utilisée. De manière très similaire, dans le domaine de la santé, on a énormément d'expérience sur tout ce qui est donné en images, en imagerie. Ici, on a cherché des événements ischémiques majeurs qui vont causer des lésions dans le cerveau. Et on utilise des réseaux de neurones qu'on appelle convolutifs, qui analysent des images et qui cherchent des anomalies. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose avec l'état de santé d'un réseau? Donc par exemple ici, on a toutes les adresses IP d'un réseau, et ici on les regarde évoluer au cours du temps. Et par les couleurs, on va représenter le nombre d'entrées sur différents protocoles, le nombre de sorties de nos assets, et on va monitorer ça au cours du temps. Et en fait, ça marche très bien. On voit clairement ici une attaque distribuée qui s'est pointée sur le réseau. Et ça, pour le détecter, on utilise des réseaux de neurones convolutifs, donc des réseaux de neurones qu'on a pris directement de la médecine. Donc on pourrait se dire, on pourrait faire une approche holistique à l'analyse du réseau cyber pour détecter des attaques. Et donc on pourrait se dire, on va prendre comme les toubibs. Donc un toubib, il a un réseau de neurones qui lui dit, je vois des lésions dans le cerveau. Il a un réseau de neurones qui lui dit, là je vois une mutation dans l'ADN. Et puis il a les documents du patient. Et de manière similaire en cyber, quand on regarde le réseau, là vous pourrez avoir l'analyste. Et il y a un réseau de neurones qui le renseigne sur l'état général de santé du réseau. Il y en a un autre qui le renseigne sur des événements comme du commande et contrôle. Et il utilise de la threat intelligence et il combine tout ça dans sa petite tête et il prend une décision. Il y a un problème avec cette image-là. Il y a un gros problème. Je peux vous garantir que ce SOC-là, il n'a pas ce sourire débile que vous voyez là sur cette image-là. Parce que là, vous êtes en train de lui demander au SOC de corréler des événements qui ont pu arriver il y a des semaines avec l'état de santé actuel de son réseau, de retenir ça, et puis d'aller consulter des alertes qu'il va voir dans une autre interface. Ça, c'est impossible. Il ne pourra jamais le faire. Donc nous, ce qu'on s'est dit à Custosy, c'est qu'au lieu d'avoir un SOC qui analyse plusieurs graphes et qui doit tenir compte de plusieurs informations, on va mettre une IA. Et cette IA-là, son seul rôle, c'est de dire oui ou non, je dois alerter le SOC. C'est son seul rôle. C'est de regarder l'état de santé global du réseau, de regarder des événements, de regarder la threat intel et de prendre la décision, est-ce que j'alerte ou est-ce que j'alerte pas le SOC? Et c'est tout ce qu'elle doit faire. Donc en gros, c'est ce qu'on a intégré dans notre IA à nous. Donc on a une IA qui travaille au niveau des millisecondes et qui regarde les temps d'arrivée des paquets dans le réseau, qui est capable de détecter du commande et contrôle. On regarde la santé globale du réseau en utilisant des réseaux de neurones qui sont habituellement utilisés pour des images. Et puis après, on regarde l'analyse comportementale sur des semaines, des mois, des années. Donc pour regarder un peu le biorhythme du réseau. Et au milieu, on a ce qu'on appelle le meta-learner, une IA centrale dont le seul but est de dire, OK, vu l'état de santé que je vois maintenant du réseau, vu l'attaque, enfin la procédure que j'ai vue il y a 2 semaines, et vu les règles que je connais, j'alerte ou j'alerte pas mon SOC. Et le résultat d'empiler ces IA comme ça, c'est qu'on a 80 fois moins de faux positifs que si on ne les empile pas et que si on travaille que sur une seule source, comme des flux réseau par exemple. OK. Donc moi, un gros truc qui m'avait chagriné quand j'étais venu de la santé et que je suis arrivé dans la détection du réseau, c'était l'histoire de confiance. La confiance dans les IA. Imaginez-vous, on vous attrape, on vous met dans une pièce noire, quelque chose vous pique, et à la sortie, il y a un médecin qui vous dit « c'est grave, il faut qu'on vous fasse une chimio ». Et vous vous dites « pourquoi vous dites ça ?» Il dit « non, mais je ne vous explique pas ». Et bien ça, c'était l'état des IA quand je suis arrivé en cyber. Vous voyez les IA qui vous lancent des alertes et vous ne savez pas pourquoi. Et vous expliquent pas comment. Et on vous dit non, mais c'est trop complexe. Les réseaux de neurones, c'est une boîte noire. Et bien ça, c'est faux. C'est pas du tout vrai. Les réseaux de neurones, c'est pas du tout des boîtes noires. Par exemple ici, rien qu'en regardant le poids, on inspecte des chiffres, les poids qu'il y a sur ces réseaux de neurones. On peut savoir exactement ici sur quoi s'est appuyé cette IA pour détecter des lésions dues au Covid. Et c'est exactement la même chose en cyber. On doit pouvoir avoir cette transparence avec les IA qui nous explique exactement comment ils ont détecté les événements. Et c'est ce qu'on a fait nous à Custosy. Donc ici, ça c'est une partie de notre interface qui nous dit « j'ai détecté un commande et contrôle ». OK, comment? Et là ici, elle va nous dire « c'est cette IA qui nous a permis de la détecter en utilisant un modèle à arbre ». Et je me suis beaucoup appuyé sur la taille des paquets, la variabilité dans la taille des paquets. Et il n'y a pas assez de variabilité dans les paquets qui sont arrivés. Je pense que c'est du commande et contrôle que vous avez à faire.
Si vous n'avez pas ce niveau d'explicabilité des IA, comment vous pouvez leur faire confiance et comment vous pouvez les aider à s'améliorer? C'est impossible. Donc je pense qu'il faut exiger un niveau énorme de transparence des IA qu'on utilise dans la cyber. Elles doivent vous expliquer jusqu'au bout ce sur quoi ils se sont appuyés pour prendre leurs décisions. Ok, donc une dernière partie sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones adversariaux. Donc ça, j'espère que vous en avez entendu parler parce que ça fait toute la fureur en ce moment. Donc les réseaux de neurones adversariaux, c'est quelque chose qu'on utilise en médecine depuis très très longtemps, mais ça commence à venir maintenant dans l'analyse cyber. Je vous explique le principe. Donc à l'origine, on avait des acteurs malveillants et on se protégeait contre des acteurs malveillants en utilisant des règles. Par exemple, des règles sur ICATA, sur les protocoles, la taille des paquets et les signatures utilisées. Évidemment, le problème avec ça, c'est que l'acteur malveillant, il a accès à ces règles lui aussi. Donc forcément, il va apprendre à les contourner, il va ajuster les protocoles utilisés, le nombre de paquets, la taille des paquets. Donc en face, on y a mis des IA. Parce qu'une IA apprend en permanence. C'est beaucoup plus compliqué de contourner les règles d'une IA parce qu'elles ne sont pas fixes. Et vous ne savez pas comment les pondérer pour qu'elles détectent. Évidemment, ce qui s'est passé, c'est que les gros malins en face, ils ont mis des IA aussi, qui automatisent et qui font des requêtes sur nos IA et qui essaient de comprendre comment elles marchent. Notamment dans le réseau, c'est arrivé avec la détection de noms de domaine. Donc il y a des algorithmes qui génèrent des noms de domaine artificiels pour avoir des postes de commande et contrôle, par exemple. Nous, on les détecte en utilisant une IA, et nous, on sait qu'ils sont en train d'utiliser une IA pour générer des noms de domaine de plus en plus réels qui vont passer la frontière de nos IA. Et c'est une baston en permanence qu'on a avec les IA de génération de noms de domaine artificiels. Donc, les réseaux de neurones adversariaux, qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est ça. Un réseau de neurones adversarial, c'est composé de deux parties. Un générateur, ici, et un discriminant qui est ici. Le rôle du générateur, c'est de créer des attaques qui ressemblent à des vraies attaques. Le rôle du discriminant, c'est de discriminer entre une attaque générée par une autre IA et des vraies attaques qu'on aurait dans une base de données ou qu'on aurait pioché quelque part chez des clients. À chaque fois que le générateur crée une attaque et que le discriminant n'arrive pas à discriminer entre la fausse attaque et la vraie, alors lui, le discriminant, il est puni et il va réapprendre. Et lui, on le renforce dans son comportement, on lui dit c'était bien, tu as généré une attaque qui ressemblait à une vraie attaque. A l'inverse, si jamais lui, il arrive à faire la distinction entre l'attaque créée par une IA et une attaque qui existe, lui, on le récompense et lui, on lui dit va retravailler, rechange les poids sur ton réseau de neurones. Et en fait, les deux se mettent en adversarial comme ça. Lui devient de plus en plus compétent à générer des fausses attaques et lui devient de plus compétent à les distinguer. Et en fait, cette espèce de boucle-là, ce que ça nous permet de faire, c'est de générer des attaques de plus en plus réalistes qui ressemblent de plus en plus à des vraies attaques qui seront générées et de trouver les cas limites de nos IA. Et ça, on a un labo qui est concerné à faire que ça chez Custosy, c'est d'utiliser des IA adversariaux dont une partie est de générer des attaques qui ressemblent à des vraies attaques de plus en plus réelles et une partie discriminante qui apprend comment le générateur va agir. Et en gros, ça c'est un cycle qui va exister entre nous, les gens qui généreront des IA en interne pour protéger, et les attaquants. Et on sait que ça va exister en temps réel. Ok, donc je vais finir là-dessus sur ce dernier point. La détection des endpoints, c'est comme un scan. Et le NDR, la détection dans le réseau, c'est comme une prise de sang. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous pensez qu'il y a quelque chose de grave, s'il y a une tumeur quelque part, il vaut mieux que vous fassiez un scan. Et il n'y a rien de mieux qu'un scan pour vous dire là où se trouve la tumeur, à quoi elle ressemble et comment on va devoir opérer. Indéniable. Et c'est pareil avec le DR. Par contre, le DR ne va pas vous dire par où est passé l'attaquant, toutes les étapes qu'il a fait pour arriver à sa fin. Et dans ce sens-là, il vous faut une prise de sang, une NDR, c'est-à-dire quelque chose qui vous permet de savoir l'origine, par où c'est passé, comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à sa fin, et reconstituer toute la chaîne d'attaque pour savoir tous vos points vulnérables dans le réseau. Ok, donc ça c'est la fin de ma présentation. Si vous voulez discuter IA, santé, s'il y a un truc que j'ai dit que vous n'aimez pas ou que vous voulez discuter, venez nous voir sur le stand Custosy à F38. Merci. Merci William, très intéressant.